nous y sommes. Bonjour tout le monde. Bonjour Céline. Bonsoir. Bonsoir, plutôt, vu l'heure. Alors, comme d'habitude, avant de démarrer, au niveau du contenu, on va attendre quelques secondes parce qu'on est un petit peu en décalage entre StreamYard sur lequel on diffuse et YouTube, en fait. Donc, je vais attendre voilà, quelques secondes, peut-être 1 ou 2 minutes, histoire de pouvoir avoir un petit message de votre part si vous nous écoutez. Est-ce que vous pouvez nous mettre un petit message dans le chat pour nous dire que vous nous entendez bien? Nous avons une auditrice fidèle qui s'appelle Gwenaëlle Percio, que je salue et que je remercie, qui nous dit que tout va bien, qu'on nous entend. Donc c'est parti. C'est parfait. Merci Gwen et bisous à toi. On se voit la prochaine fois. Ok, eh bien allons-y. Céline, je suis ravie de te recevoir. C'est le deuxième direct d'Oya que tu fais avec nous. C'est ça. Donc je suis d'autant plus ravie parce que Céline, on est amies déjà, toutes les deux à la base. Et puis tu as intégré l'équipe de Oya il y a quelques années maintenant. Tu nous fais le plaisir de partager tes expertises finalement sur des thématiques assez précises, assez expertes en fait. Et donc aujourd'hui, je t'ai invitée pour parler de 2 thématiques qui, je pense, vont évoquer plein de choses à des collègues qui nous regardent, mais même aussi au grand public. C'est la question du psychotrauma et des neuroatypies. Donc, je vais y venir dans un instant pour vous présenter un peu comment on a imaginé et pourquoi on a été amené avec Céline à penser à ce thème-là. Mais avant, je dois quand même me présenter et présenter Oya Formation, si vous ne nous connaissez pas encore. Donc, moi, je m'appelle Johanna Mikou, je suis psychologue et j'ai co-créé l'organisme Oya Formation avec ma grande amie et consoeur qui s'appelle Gwenaëlle Percio. Il y a maintenant plusieurs années de ça, je ne compte plus. Et donc, Oya Formation, nous sommes un organisme et nous proposons des formations à une population de professionnels, professionnels de santé, professionnels de relations d'aide de manière générale, c'est-à-dire toutes les personnes qui gravitent dans le champ de l'humain, des psychologues, des médecins, des éducateurs, des assistants sociaux, des personnes en reconversion, des thérapeutes de manière générale. Et donc, nous proposons des formations telles que les bases de psychopathologie, l'alliance thérapeutique basée sur la théorie de l'attachement. Pour ma part, je forme à la prise en charge du psychotrauma. Céline, tu formes sur donc, le trouble du spectre autistique. Bientôt, une nouvelle formation qu'on présentera en fin d'émission sur les neuroatypies et le psychotrauma, etc. Nous intervenons également dans des dans des structures où on a Sébastien de Montgolfier, qui est un collègue psychologue et formateur, et qui forme également en intra, donc auprès des équipes soignantes, sur toutes ces thématiques, le psychotrauma, l'attachement, voilà. Donc, si vous voulez plus d'informations sur ce qu'on propose, n'hésitez pas à regarder sur notre site et à nous contacter directement. Voilà. Donc, en tout cas, bienvenue tout le monde. Donc, comme je le disais en préambule, on va parler psychotrauma, neuroatypie, mais avant tout, Céline, est-ce que tu pourrais te présenter déjà en quelques mots, histoire qu'on sache un petit peu qui tu es? Eh bien, volontiers. Bonsoir à tous. Donc, Céline Stoppa, je suis moi psychologue clinicienne. J'exerce essentiellement en libéral, dans le Nord-Isère. Et effectivement, ce soir, on est sur un thème qui regroupe en fait mes spécialités, puisque j'ai une double spécialité dans ma pratique. D'un côté, le psychotrauma, et de l'autre côté, les neuroatypies, et en particulier le trouble du spectre de l'autisme sans déficience. Et du coup, je propose, comme les autres psychologues en libéral, des consultations en individuel, mais je propose également des suivis qui sont proposés en dispositif de groupe. Et je propose depuis quelques années maintenant, avec grand plaisir, des formations chez Oya Formation. Donc du côté du psychotrauma, voilà, j'ai différentes formations spécialisées, EMDR, incorporées, et puis du côté des neuroatypies, j'ai fait le choix de me centrer un petit peu plus sur le trouble autistique, et donc je propose aussi des bilans, en tout cas des bilans tardifs, donc pour les grands adolescents et adultes. Ok. Voilà, brièvement pour ce qui est de ma pratique professionnelle. Ok. Tu es une professionnelle passionnée, Céline, et passionnante à écouter parce que tu t'investis beaucoup dans les formations. C'est souvent les gens
qui suivent tes formations nous font comme retour. Tu es très précise comme personne, tu aimes vraiment être très claire dans ce que tu partages et ça, on t'en est reconnaissant. Donc, merci parce que tu mets finalement au service de beaucoup de personnes finalement des connaissances qui sont pas si simples. J'entends Tu entends aussi ou pas? Ou il n'y a que moi qui entend un espèce de larcène? Non, c'est ok. Donc ça doit être chez moi. Bon, si vous nous entendez, si vous entendez un petit truc, dites-moi. Ok. Donc voilà, je dis ça parce que finalement le domaine du psychotrauma, alors moi que je connais très bien, je connais beaucoup moins le domaine des neuroatypies, hein. D'ailleurs ça nous a valu beaucoup de discussions, toi et moi. J'y reviendrai tout à l'heure, je vous parlerai d'une expérience personnelle que j'ai eue avec une personne que j'accompagne, et donc ça nous a amené, Céline et moi, à beaucoup échanger à ce propos, parce qu'autant j'avais une vision assez claire du psychotraumatisme, mais autant les méconnaissances ou les connaissances assez basiques que j'avais sur les neuroatypies peuvent parfois nous mener dans des directions qui sont comme une zone d'ombre en fait, hein. Donc d'où l'importance, et c'est ce qu'on s'était dit toutes les deux, à pouvoir proposer aux professionnels d'élargir un peu leur spectre de connaissances. Alors, ça ne veut pas dire d'être spécialiste du psychotrauma ou d'être spécialiste des neuroatypies, mais de voir comment avoir des connaissances et d'y voir un peu plus clair sur les deux thématiques permet déjà d'avoir beaucoup plus de clairvoyance sur certaines problématiques et d'éviter de se fourvoyer dans des biais, en fait, hein. Donc, voilà pourquoi on vous propose cette émission ce soir. Donc voilà. Et déjà, Céline, pour qu'on essaye de poser les bases sur ces thématiques qui sont assez complexes, est-ce que tu pourrais essayer de définir de manière succincte qu'est-ce que c'est un psychotrauma et de quoi on parle quand on parle de neuroatypie? Alors, je vais essayer de faire court. Tu l'as dit en introduction, hein, ce sont deux thématiques qui sont assez complexes. Donc voilà, on aurait besoin de journées entières de formation, hein, pour tout ça, mais je vais faire un petit résumé. Donc le psychotrauma, et puis je parle sous ton contrôle, hein, tu pourras compléter si besoin. Le psychotrauma, en fait, c'est toutes les réactions de stress que un individu peut manifester à la suite d'un événement difficile, plus ou moins traumatique, hein, et en tout cas un événement difficile qui va mettre en difficulté le patient, son système nerveux, sa capacité cérébrale à traiter les informations, avec l'idée qu'il y a une menace, un vécu d'atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique, et qu'à la suite de ça, eh ben, le cerveau peut à certains moments se trouver un peu dépassé dans ses capacités à faire face à l'événement. Et derrière, eh bien, on va avoir des réactions plus ou moins en chaîne de stress, et ensuite, pourquoi pas, dans certains cas, le développement de symptômes qui sont les marqueurs en fait du trauma, et qui vont venir nous dire qu'effectivement, dans le psychisme et dans le système nerveux, il y a quelque chose qui n'arrive pas à se traiter de manière spontanée. Tels que l'hypersensibilité, l'hypervigilance, hein, des mécanismes d'évitement. Voilà. C'est ça. Il y a effectivement toute une palette de symptômes. Alors, il y a des symptômes un peu classiques qu'on s'attend à retrouver et qui vont nous permettre, dans un travail d'anamnèse d'ailleurs, de pouvoir identifier un éventuel trauma. Et puis, évidemment, chaque patient est différent, chaque personne est différente. Donc, on peut avoir après des petites variantes, mais qui restent dans les thématiques globales. Donc, effectivement, du côté du psychotrauma, on va avoir très fréquemment des symptômes de type reviviscence, c'est-à-dire l'impression d'avoir des flashs, d'y repenser beaucoup, que ce soit dans la journée, en termes de cauchemars la nuit, par exemple. Il va y avoir effectivement pas mal de conduites d'évitement, parce qu'il y a la crainte que ça puisse recommencer, ou l'impression que ça recommence sans cesse. Et puis, on va avoir des modifications de l'humeur, des modifications des pensées, de la manière de raisonner. Sur le plan psychomoteur, on peut avoir aussi des modifications, soit en termes de fatigue intense, soit au contraire de l'agitation, du mal à réguler son comportement, entre autres. Exact. Ok, donc ça c'est pour le domaine du psychotrauma, les grandes lignes. Hein, très grandes lignes. Des très grandes lignes, exactement. Ouais, okay. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de la grande famille des neuroatypies, d'autant plus qu'on en parle de plus en plus, j'ai l'impression, hein, de ces quelques années, et puis
grâce aussi aux neurosciences, hein, on connaît de plus en plus de choses, mais ça tombe aussi dans le domaine public avec peut-être aussi des fausses choses, hein, ou des choses un peu erronées qui sont. Et qu'est-ce que tu entends par neuroatypie Alors, déjà? le terme neuroatypie en lui-même, il vient simplement parler d'un fonctionnement neuropsychologique qui est différent, qui est atypique par Ok. rapport à la norme. Puisqu'effectivement, par rapport aux neurosciences, on sait qu'il y a des normes. Alors le terme peut gêner à plein d'égards, Mhm. mais c'est quand même comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a en moyenne, les gens fonctionnent d'une certaine manière sur le plan, cognitif et il y a certaines personnes qui vont s'écarter significativement de cette norme pour différentes raisons. Et quand on Mhm. va s'écarter comme ça de cette norme, on va avoir un fonctionnement neuropsychologique qui va être atypique, qui va sortir de cette norme-là. Et donc les neuroatypies au sens large, bah, ce sont toutes ces formes-là de fonctionnement un peu différents, un peu en dehors de ce qui est attendu. Et en fait, ce qui fait le flou, c'est à la fois parce qu'il y a clairement de la méconnaissance, mais il y a aussi, et tu le disais très bien, un mouvement, on en parle de plus en plus, ce qui est plutôt une bonne chose, mais on en Mhm. parle souvent en connaissant pas exactement de quoi ça parle. Donc Oui, finalement, les neuroatypies, on y met beaucoup de choses beaucoup de choses. et on vient y mélanger des troubles dont on pourra parler tout à l'heure et puis Mhm. simplement des formes atypiques de fonctionnement qui ne sont pas des troubles. Donc là, petit clin d'œil du côté du haut potentiel, par exemple. C'est-à-dire que le haut Mhm. potentiel, c'est effectivement un fonctionnement atypique parce qu'on est très en dehors de la norme sur le plan du quotient intellectuel, mais ça n'est pas un trouble. Et Mhm. donc, c'est simplement un état de fait sur le plan cognitif. Alors que dans les neuroatypies, on va aussi retrouver ce qu'on appelle les troubles du neurodéveloppement, qui est donc une grande famille de troubles, là, vraiment avérés, avec des diagnostics à poser, dans lesquels on va retrouver donc le trouble du spectre de l'autisme, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc le Mhm. TDAH, et puis tous les troubles des apprentissages qu'on connaît mieux sous les termes troubles 10. Mhm. Ok. Merci Céline. C'est vrai que il y a toujours des bonnes choses dans le fait que ce type d'information se démocratise et devienne populaire parce que justement, ça permet à des personnes qui étaient dans une solitude avec leurs propres symptômes de se dire, tiens, j'ai écouté une émission ou j'ai vu un documentaire, ça m'a parlé ou j'ai lu un bouquin. Donc ça, c'est une très bonne chose. Mais le risque, c'est aussi, et je pense que là, je m'adresse plus aux professionnels et du coup, je vais vous raconter une situation que j'ai moi-même vécue. Le risque, c'est aussi de se dire, bon, bah, comme il y a beaucoup de supports, des livres, des documentaires, des témoignages, peut-être que ça peut m'économiser finalement une formation. D'ailleurs, j'ai pas envie d'être spécialiste du TSA ou spécialiste du haut potentiel. Donc, je vais glaner des informations, mais finalement, elles peuvent aussi nous leurrer, nous fourvoyer dans des biais, en fait. Hein. Donc, j'avais envie de partager ce qui me vient, c'est quand même une claque professionnelle. Hein. Je le dis comme ça. Alors, bien sûr, je ne me flagelle pas. Hein. L'idée, c'est pas ça. Et d'ailleurs, on a toujours à apprendre. Hein. C'est aussi en se posant des questions qu'on apprend le mieux, évidemment. Mais l'année dernière, j'accompagne une personne à mon cabinet, un adulte, qui, selon moi, présente des caractéristiques hein, du psychotraumatisme très, très importants. Et moi, avec ma casquette de spécialiste du psychotrauma, ben, je travaillais vraiment avec cette grille de lecture, en fait. Notamment quand il y avait à des moments des grosses émotions et que cette personne se déconnectait, hein, donc était comme absente d'elle-même, eh bien, en psychotraumatisme, on apprend qu'il faut aller restimuler la personne. Il faut aller lui parler, il faut aller éventuellement essayer de se mettre en contact. Il faut stimuler le système nerveux pour qu'il retrouve quelque chose de plus fonctionnel. Et faisant ça avec cette personne, je me rendais compte que, un, ça ne marchait pas, et deux, souvent, c'était même pire après, en fait. C'est-à-dire que j'avais l'impression que je faisais quelque chose qui n'aidait pas, voire qui amplifiait la détresse. Et c'est vrai que je me suis beaucoup questionnée, déjà remise en question, et puis essayer de chercher des différentes explications. Et donc l'année dernière, dans des discussions avec toi sur cette question-là, hein, j'ai été amenée à te poser la question justement sur cette déconnexion émotionnelle hein, et cette apathie physiologique que je pouvais observer. Est-ce qu'elle pouvait aussi
être un signe d'une neuroatypie. Et c'est là où toutes les deux, on a échangé sur le fait que, ben oui, certaines personnes qui, par exemple, présentent un trouble du spectre autistique peuvent présenter une telle hypersensibilité qu'à des moments, ils sont obligés de se déconnecter de leur corps. Tu me diras hein, si je dis les choses justes. En tout cas, c'est comme ça que je les ai intégrés. Donc, une telle hypersensibilité qu'il y a ce besoin de se déconnecter et que dans ces moments-là et pour ces personnes-là, ce qui est plus aidant, c'est surtout de leur laisser de l'espace et du calme. Et donc finalement, je comprenais que je faisais exactement l'inverse de ce que cette personne avait besoin, mais en même temps, je ne le faisais pas exprès, c'était justement une méconnaissance que j'avais. Et donc, voilà, de fil en aiguille, j'ai parlé de nos échanges avec cette personne et puis on a travaillé ensemble avec toi. Hein, c'est une personne que tu as rencontrée et pour qui tu as diagnostiqué hein, la présence également. Hein, je pense qu'il y a aussi des éléments de psychotrauma, mais il y avait aussi associé un diagnostic de neuroatypie, hein, notamment TSA, que j'étais, voilà, je me suis peut-être laissée aveugler par mon manque de formation ou peut-être d'information, et j'ai beaucoup appris de cette expérience. Voilà. Donc je voulais quand même parler aux collègues qui nous écoutent pour dire que bien sûr qu'on sait tous que les formations, quand on fait une formation, après on a l'impression qu'on ne voit que ça dans notre patientèle parce que on a comme ça une sorte de biais hein, qui s'impose à nous et c'est un peu normal. Mais l'importance de pouvoir s'ouvrir à des informations et des connaissances à minima pour justement ne pas être expert d'un sujet, mais de pouvoir à minima identifier des signes en fait. Donc voilà, donc ça c'était mon témoignage et du coup j'avais envie de te demander Céline, sur ces deux thématiques, psychotrauma et neuroatypie, donc est-ce que tu peux me confirmer qu'il y a des similitudes et si oui, lesquelles? Qu'est-ce que tu remarques qui se rejoignent et quelles sont les différences aussi? Alors c'est pareil, hein, il y aurait long à dire là-dessus, mais effectivement, ce qui rend ces situations et ces accompagnements difficiles, c'est qu'il y a un certain nombre de signes qui, si on les prend isolément, vont pouvoir parler aussi bien d'une thématique que d'une autre. L'exemple que tu donnes, il est extrêmement parlant, d'une patiente ou d'un patient qui, à un moment, se sent débordé par quelque chose qui a l'air d'être peut-être une émotion ou quelque chose qui vient d'être partagé en séance, et que dans ce mouvement de débordement, il y a quelque chose, alors pour les psychotraumatologues, quelque chose qui ressemble à de la dissociation. On a l'impression que tout à coup, il y a une hypoactivation, le patient a l'air d'être moins connecté, il réagit moins, il a l'air de moins sentir son corps, on perd un peu le contact avec notre patient à ce moment-là. Ben, ça, c'est typiquement quelque chose effectivement qu'on va observer quand on accompagne des patients dans des psychotraumas notamment complexes et avec lesquels on va devoir travailler. Mais ce même type de signe, c'est typiquement aussi quelque chose qu'on peut observer dans les crises autistiques. Parce qu'un patient qui a un trouble autistique, bah, c'est un patient qui va avoir des particularités sensorielles, qui va avoir des particularités dans la régulation de ses émotions, qui va avoir tout un tas de difficultés plus ou moins importantes dans la relation à l'autre, qui vont lui demander dans le quotidien et de manière extrêmement invisible beaucoup d'efforts et qui du coup, au bout d'un moment, avec un phénomène de seuil, venir saturer le système, qui fait qu'à un moment donné, il va y avoir une crise et cette crise, elle peut soit se manifester, finalement, c'est là qu'on va retrouver le psychotrauma aussi, hein, soit se manifester par une crise qui va plutôt déborder et du coup, on pourra avoir l'impression d'une agitation, d'une agressivité finalement, ou alors, moi j'aime bien parler d'implosion, c'est-à-dire que de dehors, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, mais par contre, on voit bien que le patient, quelque chose qui s'effondre à l'intérieur et on perd le contact. Et effectivement, ben, là, c'est pas du tout la même manière de procéder. Si on est du côté du psychotrauma, un patient qui va hypoactiver, tu le dis très bien, c'est un patient qu'il faut ramener entre guillemets dans le contact, qu'il va falloir réveiller en recréant du contact verbal d'abord, contact oculaire, contact des fois physique, le remettre en mouvement dans son corps, le faire circuler dans la pièce, lui faire reprendre contact avec la situation. Si on a un patient qui est avec un trouble autistique, qu'on ne connaît pas, parce que sinon on aura cette vigilance-là, et qu'on déclenche malgré nous, ou que le patient lui-même arrive déjà saturé et qu'il y a une crise autistique qui se déclenche, donc les crises plutôt dans l'effondrement, ça s'appelle des shutdowns. Si un shutdown, en fait, c'est un patient qui est sursaturé, qui est finalement agressé par l'extérieur et donc
venir lui parler, essayer d'établir un contact oculaire, lui demander de bouger et de circuler dans la pièce, en fait, on va resaturer encore le système. Donc, on va aggraver la crise et la faire durer encore plus longtemps. Donc, Mmh. c'est extrêmement compliqué, quand on n'a pas la connaissance, de faire la différence entre les 2. Et Mmh. évidemment que si on n'a que ça comme signe, on ne pourra pas faire la différence. Même moi qui suis finalement formée des 2 côtés, je ne peux pas de prime abord dire: «Oh bah, c'est sûr que c'est ça ou c'est sûr que c'est l'autre». D'ailleurs, quand tu m'avais Mmh. sollicitée, je t'avais dit: «Bah, Et tu me oui. dis qu'il y a du psychotrauma, c'est du psychotrauma et en Mmh. même temps, tu es formée, tu sais très bien accompagner ça. Si ça ne marche pas comme d'habitude et que ça Mmh. t'interroge, c'est sûrement pas pour rien. Donc Mmh. qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre?» Et après, on rentre dans ce travail finalement, qu'on commence dès le premier entretien avec le travail d'anamnèse, mais qui se poursuit tout le temps, où on va aller récolter des informations à la fois, spontanées que le patient va nous partager, mais aussi avec nos questionnements et nos observations et de Mmh. commencer à se dire: «OK, il y a une crise, c'est bizarre, ça ressemble pas tout à fait à une crise, une activation d'un psychotrauma, tiens, et si c'était une neuroatypie, est-ce qu'il y a d'autres signes qui pourraient me faire penser aux neuroatypies?» Parce que Mmh. là, on prend cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres. Un patient qui a un psychotrauma, c'est un patient qui peut avoir de gros troubles du sommeil. Parce Mmh. qu'avec l'hypervigilance, on a du mal à lâcher. On a l'impression que finalement, si on lâche sa vigilance pour s'endormir, c'est là qu'on va être en danger. Mais les patients qui ont des neuroatypies, alors je vais forcément un peu plus parler du TSA parce que j'y suis plus formée, mais c'est Mmh mh. typiquement des patients qui ont des défauts de sécrétion de mélatonine et qui ont des gros problèmes d'endormissement. Et Et c'est pas oui. forcément lié à un trauma. Et Alors, oui. ils peuvent effectivement avoir des traumas aussi, mais en tout cas, même sans trauma, ils peuvent avoir des problèmes d'endormissement. Donc c'est pareil, juste l'info de: «J'ai du mal à m'endormir, j'ai un endormissement qui est long» et puis avec des pensées anxieuses, dans ce contexte-là, bah, tout seul, ça nous suffira pas. Mmh, c'est ça. Est-ce que d'ailleurs tu as connaissance de chiffres, au niveau de la prévalence? Le psychotrauma, ça concerne combien de pourcentage dans la population générale et aussi dans nos cabinets? Pareil pour la neuroatypie, Ouais. est-ce que tu as des chiffres? Oui, alors je reprends mes petites notes pour pas dire de bêtises, hein. Mmh. Le psychotrauma, en population générale, hein, donc on prend Mmh. vraiment, toute la population confondue. Suivant les études, on estime entre 5 et 12% de la population qui pourrait présenter un psychotrauma, tout type de psychotrauma confondu. Mmh. C'est-à-dire à la fois ce qu'on appelle un trauma simple, mais aussi un trauma complexe et Mmh. les traumas, les «plus complexes» entre guillemets, qui sont les Mmh. troubles dissociatifs de l'identité. J'ai trouvé Mmh. un chiffre, environ 1,3% de la population aurait un trouble dissociatif de l'identité. Alors je dis aurait parce qu'on sait, on en parlera peut-être, hein, il y a aussi là, beaucoup de méconnaissances et beaucoup d'erreurs et d'errances diagnostiques. Donc voilà, je Mmh. suis pas certaine de ce chiffre-là, donc le Ouais. environ, me semble assez juste. Donc Mmh. en tout cas, sur tout psychotrauma confondu, entre 5 et 12%. Et du côté des neurotypies, donc je reviens sur les distinctions dont on parlait tout à l'heure. Le haut potentiel qui n'est pas un trouble, mais qui est quand même une neuroatypie, selon la distribution, mathématique, il y a environ 2 à 3% de la population qui aurait un haut potentiel intellectuel. D'accord. Les troubles du neurodéveloppement, donc la grande famille dont je parlais tout à l'heure, donc TSA, TDAH et troubles 10, syndrome Gilles de la Tourette également, hein, dans les TND. Donc tous les TND confondus, il y a à peu près 10% de la population aussi. Mais quand on D'accord. regarde à l'intérieur et qu'on met notre loupe sur un des troubles, le TSA, alors c'est un peu en évolution parce qu'il y a eu des modifications des critères diagnostiques, mais globalement, c'est à peu près 1% de la population qui présente un TSA. Tout type de Mmh. TSA confondu, là aussi, hein, donc aussi bien des formes déficitaires que des formes sans déficience. Et le TDAH, c'est environ 5% de la population. D'accord. Ça OK. monte un peu plus pour les troubles 10 et du coup, bah, ça fait une moyenne avec, du coup, à peu près 10%, de la Mmh. population qui a un trouble du neurodéveloppement. OK. Donc ça, c'est en population générale. Voilà, C'est c'est ce vrai que j'allais dire. quand je t'écoute, je me dis: «Mais en fait non, c'est pas possible, il y en a beaucoup plus», mais parce que j'ai mon biais de professionnel. C'est ça, j'allais justement arriver à OK, ça, c'est la population générale. Ce C'est qui fait ça. quand même pas mal de monde, hein, 10%. Mmh. C'est-à-dire que sur, 10 personnes dans une pièce, il y en a une déjà qui est concernée. Mmh. Soit par Mmh. un psychotrauma, soit par un trouble du neurodéveloppement. Ça fait quand même du monde, hein. Dans Du une monde, classe à 30 élèves, il tout y en à a fait. déjà au moins 3. Mmh. Donc ça, c'est la population générale et après, effectivement, quand on est un professionnel de l'accompagnement, on a un biais de sélection. Donc Mmh. les patients qui vont venir nous solliciter, toi et moi en tant que psychologues, en plus identifiés, formés au psychotrauma, nos patients, enfin moi personnellement, j'ai pas de patients sans trauma. Bah oui.
Donc moi, j'ai 100% de psychotrauma dans ma Mmh. patientèle. Et comme maintenant, ça fait de nombreuses années que je suis aussi identifiée du côté des neuroatypies, j'ai pas 1% de ma patientèle qui a un TSA. Je n'ai pas calculé, mais il y a un nombre qui est extrêmement élevé. Mmh. En tout cas, ce qui est important à avoir en tête, et là pour le coup, à la différence de tout à l'heure, je vais vraiment m'adresser aux professionnels là qui nous écoutent. Que vous soyez spécialisé ou pas, identifié ou pas, vous ne pouvez pas ne pas avoir de patients concernés. C'est pas possible. Mmh. Il y a Mmh. forcément des patients traumatisés dans votre patientèle, Mmh. même si vous ne les avez pas repérés, et il Oui. y a forcément des patients avec des neuroatypies, même si vous ne les avez pas repérés. Mmh. La Oui. difficulté, et c'est un peu le propos, c'est que si on les repère pas, bah, pour le coup, on va pas les aider avec ça, en fait. Mmh. C'est ça. Oui, parce que si on n'est pas formé, ou en tout cas informé, Mmh. on peut rester sur des, aussi des croyances, hein. Moi, Mmh. c'est vrai qu'avant les échanges, et les voilà, les informations que j'ai prises de manière un peu plus précise concernant notamment le TSA, j'avais aussi des, comment dire? J'allais dire des préjugés, mais en tout cas des choses assez, j'avais pas envie de faire entrer les gens dans des cases. Je Mmh. me disais qu'il y avait aussi peut-être une question de mode. Mmh. Donc est-ce que tu enfin, comment tu vois les choses? Parce que est-ce que finalement est-ce que c'est utile pour tout le monde Mmh. d'explorer ces pistes-là? Est-ce que c'est utile pour tout le monde d'aller vers, par exemple, la piste diagnostic, hein, faire un diagnostic de neuroatypie? Est-ce que ça peut pas desservir? En quoi finalement ça peut être, utile dans un accompagnement psychologique de pouvoir, voilà, clarifier ces différences? Alors, le 1er élément, c'est on fait dans le but d'aider le patient. Mmh. Donc on va faire en respectant son rythme. Donc si on a un patient qui est pas du tout prêt à l'idée d'aller creuser un trauma, par exemple, ou Mmh. d'aller éventuellement explorer une hypothèse diagnostique du côté d'une neuroatypie, ça sert à rien en fait. C'est pas à nous de décider ce que le Bien patient sûr. doit faire et à quel moment c'est le bon moment. Donc ça, c'est le prérequis. Pour autant, heu, un patient qui aurait un trauma important et que nous, thérapeutes formés, on identifie parce qu'on repère des signes de trauma, on repère des mouvements dissociatifs. Laisser le patient avec ces symptômes-là, alors qu'on sait qu'on va Mmh. pouvoir l'aider, alors je sais pas toi, mais moi j'ai du mal à le faire. Bah oui, Parce bien que je sûr. vois que mon patient il est en difficulté, je sais qu'il est en difficulté pour une raison que je peux identifier avec lui, Mmh. et qu'en plus, on va pouvoir travailler dessus pour qu'il soit moins gêné. Donc l'idée, c'est évidemment de l'aider à pouvoir aborder ce sujet-là. Et pour moi, la logique, c'est exactement la même du côté des neurotypiques. Pour moi, il n'y a pas de Mmh. raison de se dire: «Tiens, je repère des choses chez un patient qui pourraient ressembler à un TDAH ou un TSA, mais bon, ça a pas l'air de Mmh. le déranger trop, je vais pas en dire grand-chose finalement, à quoi bon les étiquettes, et puis c'est long, si Mmh. on n'a pas trop de diagnostic, ça sert à rien». Moi, je suis pas Mmh. du tout d'accord avec ça. Moi, je pars OK. du principe que les patients, alors je trouve que dans les mouvements actuels d'ailleurs, hein, autour des thérapies, on est quand même beaucoup autour d'aider les patients à prendre soin d'eux, à Mmh. écouter leurs besoins, à les faire respecter, à positionner leurs limites. Comment on pourrait demander à nos patients d'être capables de faire ça, s'ils savent même pas comment ils fonctionnent et s'ils savent pas de Mmh. quoi ils ont besoin? Et là, pour Mmh. le coup, je vais forcément encore plus penser à mes patients qui ont un trouble autistique. Un patient qui a un trouble autistique et qui ne le sait pas, comment il va pouvoir repérer qu'en fait, telle stimulation sensorielle le fait complètement décompenser? Comment Mmh. il va pouvoir identifier que telle situation sociale lui demande un effort tel qu'ensuite il va être épuisé à ne plus pouvoir se concentrer, à ne plus pouvoir raisonner pendant, X temps? Mmh. Bien sûr. Souvent, on en a discuté toutes les 2. Pour moi, c'est vraiment l'histoire de la paire de lunettes qu'on a sur le nez, en fait. Mmh. S'il y a un trouble, ben, pourquoi on n'irait pas l'identifier? Parce que finalement, c'est pas grave, en fait, il y est déjà, hein, le trouble. On n'est Mmh. rien en train d'inventer, on colle pas une étiquette à quelqu'un, le trouble, il est déjà là. Par contre, en allant l'explorer finement, on va pouvoir le déterminer, et de la même manière que quand on va chez l'ophtalmo parce qu'on a un peu des maux de tête, ben, en fait, l'ophtalmo va pouvoir nous dire: «Bah, vous souffrez, de Mmh. myopie ou quoi que ce soit», et nous proposer, la paire de lunettes qui sera la mieux indiquée, ou nous proposer d'aller faire l'orthopsie ou quoi que ce soit. Là, c'est exactement le même raisonnement. Mmh. Mmh. Oui, et puis en t'écoutant,
Je pense aussi à une grande, avec nos patients dans le cadre du psychotrauma, ce qu'on fait avec eux et moi ce que j'enseigne aux collègues, dans un premier temps, ça va être de comprendre ce qui se passe au niveau neurobiologique. Comme tu disais tout à l'heure, l'impact du trauma sur le système nerveux, sur la dérégulation émotionnelle, sur voilà. Et donc, le fait de pouvoir comprendre ce qui se passe au niveau du système nerveux, aujourd'hui, on a quand même plus de connaissances que passé un temps, même si on a encore beaucoup à découvrir, et expliquer aux gens qu'en fait, quand ils surréagissent ou quand ils se coupent de leurs sensations, c'est pas une volonté, c'est un réflexe qui se met en place en lien avec les atteintes que les traumas ont occasionnées sur leur système nerveux. Et finalement, ce que je me dis en t'écoutant, c'est qu'avec tes patients qui présentent des neuroatypies, tu dois faire, j'imagine, ce même travail de psychoéducation pour expliquer que la neuroatypie ou le trouble autistique ou autre, c'est pas une création de l'esprit. Il y a des choses aujourd'hui claires qu'on peut expliquer aux gens sur comment se construit ce qui se passe dans le cerveau et qui est peut-être différent et qui explique tel ou tel fonctionnement. Est-ce que tu fonctionnes comme ça? Tu passes aussi par une phase de psychoéducation? C'est ce que tu proposes aussi aux collègues d'être formés à ça? Oui, c'est ce que j'allais dire. Alors je sais pas là dans l'auditoire s'il y a des collègues que j'ai déjà, rencontrés, en formation, mais si c'est le cas, je pense qu'elles vont voir mon clin d'œil. Ces collègues, ils vont voir mes clins d'œil parce qu'effectivement je parle beaucoup de psychoéducation et mes Mmh. patients aussi, je leur parle beaucoup de psychoéducation parce que je vois pas comment on pourrait en faire l'économie, en fait. C'est Mmh. important, pour le patient, de comprendre, en fait, ce qui se passe. Dans les 2 cas, que ce soit du côté du psychotrauma ou du côté de la neuroatypie, moi, ça m'arrive fréquemment d'avoir des patients qui se sont fait une lecture extrêmement dégradée, de leurs symptômes avec de toute façon, j'ai un problème, c'est de ma faute, j'ai qu'à faire un effort, de toute façon, les autres y arrivent très bien, donc c'est je suis fou, on m'a Mmh. d'ailleurs toujours dit que j'avais la tête dans les nuages, enfin voilà. Une fois qu'on explique qu'en fait non, bah non, neurologiquement, ils fonctionnent différemment. En tout cas, si on les expose à des conditions ordinaires, mais que dès qu'on commence à aménager en tenant compte de leurs besoins, bah, en fait, ils ont de grandes compétences et ils fonctionnent très, très Mmh. bien. Bah, forcément, ça va passer par de la psychoéducation et sur les traumas complexes, par exemple, hein, quand il y a vraiment des mouvements dissociatifs importants, voire un trouble dissociatif de l'identité ou quand on a un trouble véritable du côté du trouble, autistique ou du trouble de l'attention, cette psychoéducation, elle fait même partie, d'une partie du travail, en fait. Pour moi, c'est Mmh. même une séquence de travail qui peut être longue pour pouvoir aussi, alors je fais référence à ma pratique où j'accompagne vers des diagnostics. C'est pas moi qui pose les diagnostics, ce sont les médecins, mais je fais les bilans pré-diagnostiques et du coup, on D'accord. va accompagner le post-diagnostic parce que c'est quand même pas rien à l'âge adulte Mmh. d'entendre pour la première fois qu'en fait, on est porteur d'un trouble, qui Mmh. porte un nom et qu'à la fois, c'est une révolution et en même temps, ça change rien, mais c'est une information nouvelle. On peut relire, hein, des événements de notre vie avec comme tu dis, une autre paire de lunettes, Complètement, un autre prisme. OK. complètement. Quelle différence tu fais entre avoir un trouble et Mmh. avoir des traits? Parce que des fois, c'est ce qu'on entend quand il y a des professionnels qui parlent d'un patient, ils disent: «Bah, tiens, je sens qu'il a des traits» ou Mmh. alors qu'il porte un trouble. Est-ce que tu peux expliquer la différence du Oui, terme? c'est une différence d'ailleurs qui est extrêmement importante. Hem, j'ai eu d'ailleurs un échange, dans la semaine, sur les réseaux. Il y a une personne, à la perspective de l'émission de ce soir, je ne sais pas si elle est en ligne d'ailleurs, OK. qui me demandait, de quoi je parlais en parlant de neuroatypie, avec la question de: «Est-ce qu'on met pas tout dans le même panier? Est-ce que justement on Oui. va pas mélanger, ce qui est un trouble et ce qui n'en est pas?» Et c'était une OK. excellente question. J'étais ravie qu'elle soit posée, et peut-être qu'on aura besoin d'aller un peu plus loin, mais il faut avoir en tête que, les êtres humains, sont pour le coup pas normés. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure le terme de norme, pose peut-être problème à certains. Donc il y a un terme qui existe qui s'appelle la neurodiversité, hein. C'est-à-dire qu'on est tous différents, on a tous un fonctionnement qui nous est propre. Malgré tout, on a des traits de fonctionnement qui sont rassemblés autour d'une norme. Mmh. Et autour de cette norme-là, dans la population générale, en fait, comme on est tous différents et qu'on a tous des sensibilités, qu'on a tous, des vécus, le marqueur aussi de l'éducation qu'on a reçue, on peut effectivement présenter des traits particuliers. Donc on a tous autour de nous
des gens qui sont un peu moins capables de se concentrer et de maintenir leur attention. Donc ils ont des petits traits inattentifs, mais ils n'ont pas forcément un trouble de l'attention. On a tous autour de nous des gens qui ont une timidité particulièrement importante et qui perdure à l'âge adulte. Donc c'est pas juste la timidité de l'enfant, hein, mais qui va perdurer à l'âge adulte. Donc ils sont pas très à l'aise en situation sociale, ils sont plutôt repliés sur le plan social. Est-ce que pour autant il va falloir parler de troubles autistiques? Certainement pas. Donc les traits, c'est vraiment des petites choses, des petits éléments, des sous-critères en fait de diagnostic qui sont présents en population générale, qui peuvent être liés à un trait de personnalité, hein. Ça peut arriver d'être timide, d'être un peu distractible, c'est pas grave en fait. Parfois, ça peut être la conséquence de trauma, hein, de j'ai vécu quelque chose de douloureux et depuis, je me mets un peu en retrait des relations sociales parce que c'est aussi une manière de me préserver d'une éventuelle répétition où je suis saturée de symptômes traumatiques, par exemple, et du coup, j'ai du mal à me concentrer parce que mon espace mental est saturé, j'ai moins de disponibilité. Donc ça peut être temporaire, ce trait-là. Mais ça, c'est un trait, donc il est hors de question d'aller y poser un diagnostic quelconque. C'est simplement une marque de quelque chose. Par contre, il y a effectivement du côté des troubles, donc troubles autistiques et puis troubles déficitaires de l'attention notamment, des critères diagnostiques, hein, c'est référencé dans le DSM, qui sont nombreux. Et en fait, c'est quand on va rassembler l'ensemble des critères diagnostiques et qu'on ne va pas pouvoir y accorder une autre explication, qu'on va poser le diagnostic. Et là, on va parler de trouble qui va être reconnu et qui va ouvrir derrière une reconnaissance MDPH parce que effectivement, derrière, il y a des droits qui vont être déclenchés par la reconnaissance de ces troubles-là. Donc ça fait une énorme différence, hein, entre les traits et les troubles. Ah, ton micro est coupé, Johanna, on t'entend plus. Ah bah oui, c'est mieux comme ça. Est-ce qu'on Oui. pourrait dire du coup de la même manière que dans le cadre du psychotrauma, Oui. moi je parle beaucoup du continuum du psychotrauma, hein, entre par exemple ou plutôt le continuum de la dissociation, je devrais plutôt dire ça. La dissociation ordinaire, c'est ce qu'on vit tous quand on est un peu, comme tu dis, dans la lune, on est dans nos pensées, on fait les choses de manière un peu automatique, mais voilà, c'est normal. Mais par contre, il y a des personnes en lien avec des psychotraumas qui ont recours à ce mécanisme de protection qui est la dissociation et qui, en fonction de ce continuum, peut aller d'une dissociation simple, dans le cadre des traumas simples, à une dissociation plus extrême dans le cadre, voilà, par exemple, du TDI, du trouble dissociatif de l'identité. Est-ce qu'on pourrait dire, je ne sais pas si, je sais pas si le parallèle est exact, enfin, est exact, mais que on peut tous avoir des traits de fonctionnement, mais que plus on va cumuler des traits, plus ça va nous mettre sur une piste d'éventuellement aller chercher s'il y a un trouble en fait à l'origine. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Ouais. Ouais, moi j'aime bien parfois utiliser l'image d'un nuancier et de se dire finalement il existe tout un tas de nuances de couleurs et on peut avoir des nuances très claires où effectivement il y a quelques traits qui sont là, qui sont bien de repérer parce que pour le coup ça va contribuer à mieux se connaître, savoir de quoi on a besoin, s'autoriser à être quelqu'un de timide, parce qu'en soi c'est pas grave, hein, on Mais peut oui. très bien vivre en étant quelqu'un de timide, on peut très bien vivre en étant quelqu'un d'un peu distrait. Justement, si on le sait et qu'on a conscience de ça, on va organiser des petites stratégies, on va se mettre des rappels, on va pas trop se fier à sa capacité de mémorisation parce qu'on sait qu'elle peut nous faire un peu défaut. Mais ces nuances-là, elles peuvent se foncer jusqu'à arriver à quelque chose qui est vraiment marqué parce qu'il y a plusieurs traits, du coup, qui se Ouais. cumulent les uns aux autres et qui regroupent différentes thématiques, hein. C'est-à-dire que on va sortir des clichés de le TDAH, c'est j'ai du mal à me concentrer et le trouble autistique, c'est je suis pas à l'aise en société. C'est bien plus compliqué que ça. Mais où du coup, quand on aura la collection complète des critères diagnostiques, bah là, on va reconnaître effectivement un trouble pour le patient et on va lui expliquer ce que ça veut dire pour lui et qu'est-ce qu'il aura à mettre en place pour pouvoir prendre soin de lui et qu'est-ce qu'il aura éventuellement à expliquer à son entourage familial, amical, professionnel ou scolaire pour qu'on soit dans quelque chose qui soit équitable. Hein, parce que Ok. si moi on me demande, voilà, je porte des lunettes, Ouais. si on me demande de lire, sans mes lunettes, à côté de quelqu'un qui porte pas de lunettes, c'est pas vraiment équitable. Ça me met en difficulté, de manière injuste, alors que,
bah, si on sait que j'ai un problème de vue, on m'accorde de porter mes lunettes et c'est OK. Du coup, j'ai les mêmes compétences que quelqu'un qui n'a pas de problème de vue. Là, c'est la même histoire. Oui, oui. Et tu ne te construis pas en étant convaincu que tu es nul en lecture ou que tu es pas intéressé par ce qu'on te montre au tableau, hein, donc toutes les C'est ça. constructions Si que je les faisais enfants un peuvent effort de avoir. concentration, j'y arriverais mieux. Exactement. Mmh. Mmh. Exactement. On parlait tout à l'heure du. N'hésitez pas si vous nous écoutez, enfin vous nous écoutez. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Céline ou des remarques à les poser dans le chat, comme ça je les afficherai et Céline tentera d'y répondre avec plaisir, j'imagine. Est-ce Ouais. que toi qui reçois des personnes dans ton cabinet pour des prédiagnostics, est-ce que tu, est-ce que tu as des témoignages d'errance diagnostique? Est-ce Oh oui. que les gens, bah, j'imagine, je te pose la question, je savais un peu ta réponse, mais est-ce que tu peux nous parler finalement de quelles conséquences l'errance diagnostique a Mmh. sur le patient? Mmh. Peut-être au-delà du fait que ça lui fait perdre du temps, mais bon, encore une Oui. fois, l'idée, c'est pas de jeter la pierre à Pierre-Paul Jacques en tant que Non. professionnel. On est bien d'accord que s'il y a des errances diagnostiques, c'est qu'on a un défaut de formation dans nos formations initiales. Parce que Complètement. moi, déjà, j'avais jamais entendu parler de psychotrauma, ou en tout cas pendant 2 heures pendant un cours, Mmh. et les neuroatypies, n'en parlons pas. Donc, Mmh. donc, on a un défaut de formation et je jette la pierre à personne, hein, je vous ai parlé de mon expérience, mais en quoi c'est du coup préjudiciable d'une certaine manière pour le patient, et en quoi du coup c'est selon toi important que les collègues qui nous écoutent soient, comme on dit, neuroatypiques informés, C'est ça. hein? Alors, oui, effectivement, des exemples d'errance diagnostique, d'erreur diagnostique, Et j'en oui, ai j'ai envie de dire à l'appel. C'est pas très joli de le dire comme ça, mais c'est quand même un élément de réalité. Alors j'ai évidemment un biais, hein, puisque ben comme je oui. suis identifiée, j'ai des collègues qui vont m'adresser, leurs patients, j'ai des médecins qui vont m'adresser des patients en me disant: «Écoutez, je comprends pas, ce Mmh. patient est pourtant suivi, mais il y a quelque chose qui colle pas. Est-ce que vous pourriez pas nous donner, votre regard?» Et puis j'ai des patients eux-mêmes, notamment des adultes, qui se renseignent, qui cherchent parce qu'ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui ne colle pas et qui finissent par venir me solliciter un peu en désespoir de cause, il y a forcément autre chose quoi, parce qu'on m'explique quelque chose et ça colle pas. Donc des exemples, j'en ai plein. Il y en a des «tout simples» entre guillemets, hein, des patients qui effectivement, ont suivi, une psychothérapie, étaient très contents, avaient une très bonne alliance avec leur thérapeute, mais avaient la sensation de tourner en rond, de jamais aller au cœur du sujet, de pas réussir à régler des choses, qui continuaient de les embêter, et qui, bah, au bout d'un moment, finissent par arrêter cette thérapie pour aller en chercher une autre, puis une autre, puis une autre, un peu au petit bonheur la chance, et je pense à une patiente qui, du coup, arrive dans mon bureau avec, mais pas la moindre idée de ce qu'elle est venue chercher dans mon bureau et qui ne se OK. rend pas compte quand elle me raconte, ce qui lui pose problème et ce qui a été, impossible de travailler avec mes prédécesseurs de qualité, Mmh. bah, en fait, elle me fait une grille diagnostique. D'accord. Que Donc toi, tu identifies que très moi clairement? j'identifie parce que comme j'y suis formée, il se trouvait qu'en Ben fait oui. cette patiente elle a un TSA, Mmh. et qui a pu être, ensuite diagnostiqué et validé. Heu, beh, moi je ça fait partie de ma spécialité, donc du coup la grille diagnostique, je l'ai dans la tête. Donc Ben oui. quand je l'entends me lister des éléments où je me dis: «OK, 1 point, 2 points, 3 points, 4 points», il en Mmh. manque un cinquième, je pose la question, boum, j'ai la réponse. Elle a pas idée de ce que je suis en train de questionner, elle voit pas du tout où je vais avec mes gros sabots et moi, au contraire, j'y vais, mais dans une autoroute, quoi. Donc OK. on a ce genre de situation où j'ai presque envie de dire: «On a juste un peu perdu du temps», mais Mmh. heureusement que c'était une patiente persévérante parce qu'elle aurait pu aussi se dire: «Bon, clairement en thérapie, ça m'aide pas, donc Ça j'arrête». j'arrête. Bah Et oui. tant pis pour moi, si, je suis incapable de ceci ou si ça, c'est compliqué pour moi, bah, j'ai qu'à faire avec. Donc ça aurait été un peu dommage. Mais j'ai aussi des exemples, beaucoup plus inquiétants. Je pense à 2 patients en particulier. Une femme, qui se retrouve dans mon bureau, qui a été, longtemps accompagnée, en CMP, puis ensuite en libéral avec, psychologue et psychiatre en parallèle et qui se retrouve avec des traitements au départ pour, une dépression résistante, puis Mmh. ensuite pour, un trouble anxio-dépressif, puis finalement pour un problème probable, trouble dissociatif de l'identité. D'accord. Bon, donc diagnostic très lourd, hein, quand même, hein, Ah et oui, donc bien sûr. elle vient me voir parce qu'elle sait par, sa psychiatre que, je suis formée au trauma complexe et que donc trouble dissociatif de l'identité, je sais accompagner ça.
et en fait, c'est pas du tout de ça dont il est question. Et donc cette patiente, certes, il y a des traumas dans son parcours de vie qu'il va falloir qu'on puisse travailler, mais le cœur de sa problématique, c'est qu'il y a un trouble du spectre de l'autisme associé à un trouble de l'attention, qu'elle est adulte, que jamais personne ne s'en est occupé et que du coup, toutes les manifestations qu'elle a et qui étaient prises pour du psychotrauma résistant, en fait, c'était pas Mmh. du tout ça. Donc Mmh. ça, c'est un exemple. Et puis un autre exemple d'un monsieur que j'ai accompagné, que je continue de voir de manière, plus épisodique maintenant, qui est arrivé dans mon bureau avec un diagnostic de schizophrénie et donc un traitement, heu, qui ne marchait pas, contre la schizophrénie et qui en Mmh. fait, n'est pas du tout, schizophrène, qui est en fait un patient qui est très atypique et il a un trouble autistique avec des particularités, très marquées, un Mmh. contact très étrange, avec l'autre, donc je peux comprendre, hein, que ça ait pu faire penser à de Beh la oui, bien sûr. schizophrénie et avec cycliquement, puisqu'il y avait pas d'aménagement, faute de savoir, des saturations telles que du coup, il avait des crises autistiques, mais lui, des crises plutôt ce qu'on appelle les meltdowns, donc des crises explosives, avec OK. des mouvements, d'agitation corporelle, avec des mouvements un peu d'agitation intellectuelle, donc à la limite parfois d'une bouffée délirante et du coup, ça Mmh. me fait vraiment penser à de la schizophrénie et Beh donc un oui. patient qui s'est retrouvé hospitalisé sous contrainte, qui s'est retrouvé avec un traitement, qui l'a complètement shooté, qui le faisait, Mmh. beaucoup déclencher des réactions, extrêmement, atypiques. Il avait des effets secondaires qui n'existent même pas dans la liste officielle. Enfin, voilà, donc Mmh. il y avait rien qui allait, quoi et il arrive dans mon bureau et moi je me dis: «Mon Dieu, mais en fait, de quoi on parle?» Et puis une fois qu'on clarifie et que, bah, là, pour le coup, on fait un travail de bilan extrêmement fouillé parce qu'il faut pas non Mmh. plus qu'on parte sur une piste erronée et en fait, clairement, il y a un trouble autistique extrêmement Mmh. typique pour le coup, Beh oui. et ben, le diagnostic de schizophrénie a été retiré. Par contre, c'est facile de retirer un diagnostic, ça l'est moins d'enlever un traitement, hein. Donc Eh après, oui. tout le sevrage du traitement avec des rechutes, enfin voilà, c'est quelque chose de vraiment dommageable. Alors ce sont des cas extrêmes, heureusement, il y en a pas tant que ça, hein, des situations qui Mmh. vont aussi loin. Mais la première dont je parlais, avec cette idée de j'ai l'impression de perdre mon temps, de tourner en rond, ça arrive très fréquemment. Mmh. Et donc c'est vraiment dommage. Après on n'est pas parfait. Moi avant que, je me Bien sûr. forme, voilà, historiquement, dans ma formation, au départ, j'étais essentiellement spécialisée dans le psychotrauma et puis c'est Mmh. justement parce que je me rendais compte que j'avais des fois des patients qui arrivaient en me disant: «Voilà, moi j'ai un bilan, je sais que j'ai un trouble de l'attention ou je sais que j'ai un trouble autistique», donc je m'y suis intéressée. Je suis quelqu'un de curieux de nature, donc je me suis documentée et puis j'ai aussi eu des situations, bah, comme la situation dont tu parlais tout à l'heure, hein, où ben, le patient, évoquait pas ça parce qu'il avait pas l'info et moi je voyais bien que, ça se passait pas comme d'habitude et que même si je suis hyper humble dans ma manière de travailler, je me rendais bien compte que je faisais pas du mauvais travail, mais que ça marchait pas, Mmh. quoi et donc Eh j'ai oui. commencé à chercher et là, du coup, je me suis formée et je me suis rendu compte que j'étais passée, évidemment, comme tout le monde, à côté d'un certain nombre de patients. Alors certains qui étaient encore en suivi à ce moment-là, donc j'ai pu leur dire: «Écoutez, voilà, je crois qu'il Mmh. faut que je partage quelque chose, peut-être je me trompe complètement, mais j'ai besoin de poser ça avec vous» et puis d'autres où je me dis: «Ben, il y en a certains où j'ai attendu qu'ils me rappellent en me disant peut-être que, entre-temps, bah, ça se sera pas amélioré et puis ils vont revenir me voir et là je pourrais, évoquer avec eux cette hypothèse. C'est arrivé dans certains cas et puis d'autres, bah, ils ont fait leur chemin. Je leur souhaite d'avoir rencontré, un autre Mmh. professionnel qui a peut-être mis le doigt, sur quelque chose qu'on avait pour le coup, complètement, en zone aveugle. C'est ça. Ça nous apprend beaucoup l'humilité, hein, tout Ah ce oui, dont on parle, hein. tant Je mieux crois d'ailleurs. l'humilité est de mise dans ce qu'on dit. Bien évidemment, hein, on travaille avec de l'humain, donc on est loin de tout maîtriser, bien au contraire, hein. Je pense qu'on peut proposer notre grille de lecture, mais elle n'est pas exhaustive. Et en t'écoutant, je me dis d'où l'importance, surtout de travailler en intervision, d'avoir dans notre listing des collègues qui ont d'autres manières de travailler que nous pour, à des Oui, moments, partager sur des cas complexes, des cas complètement. des situations qui nous posent problème, pour élargir en fait notre spectre, hein. C'est ça. Et c'est pour ça que évidemment, on jette la pierre à personne. Moi, j'ai certainement fait des erreurs, mais c'est encore une fois pas dans une volonté de nuire, mais dans une volonté, enfin, non, aucune volonté, mais en tout cas dans un manque d'information. D'où l'importance de ce type d'émission, je trouve, et Mmh, d'où l'importance du diagnostic différentiel.
hein, parce que finalement, on est assez, je trouve, dans nos professions, formés à des spécialités. Donc, il y en a qui vont se former au psychotrauma, il y en a qui vont se former au potentiel, il y en a qui vont se former au TSA, il y en a qui vont se former au TDAH, au TCC, à l'hypnose, etc., etc. Mais finalement, on est assez peu formé au diagnostic différentiel. Et je crois que c'est sans doute ce qui, selon moi, manque beaucoup dans notre profession, c'est de s'ouvrir voilà, à d'autres aspects pour justement ne pas se fourvoyer dans une seule et même direction, en fait. Je pense qu'on est aussi, alors, je ne sais pas par rapport à l'auditoire, mais toutes les 2, on a fait nos études ensemble, donc on est de la même génération de Mmh. professionnels. Il y a aussi, et c'est pour ça que je ramenais la précision tout à l'heure, je pense, quelque chose qui est historiquement lié au fait que pendant longtemps, le diagnostic, c'était la chasse gardée des médecins. Mmh. Aujourd'hui, ça reste la responsabilité du médecin, mais ça ne veut pas dire que le psychologue, il n'a pas son mot à dire sur cette question-là. En tout cas, moi, c'est ma Bien sûr, perception. bien Donc sûr. pendant très longtemps et moi dans mes études, et en tant que jeune professionnelle, la question du diagnostic, c'était pas mon domaine. J'étais pas compétente et Mmh. donc m'aventurer à un diagnostic différentiel, je risquais certainement pas de le faire. Déjà, je me sentais pas du tout, formée suffisamment et puis j'avais Mmh. l'impression que c'était pas mon terrain, en fait. Là où aujourd'hui, avec l'expérience, je me fais un petit peu plus confiance, même si effectivement je continue probablement de faire des erreurs et de douter et Mmh. de continuer de me former, je me rends bien compte qu'on ne peut pas se permettre de cloisonner comme ça, en fait. En face de nous, on a une personne qui est pas, Bien sûr. un bout, quand il est chez son médecin et un autre bout quand il est chez son psychologue. Donc, Mmh. si j'ai des éléments qui peuvent amener, des billes à la réflexion et aider le patient, pourquoi je le ferais pas finalement? Bien sûr, bien sûr. Donc il y a, là dans mon secteur d'exercice, d'autres professionnels, des médecins généralistes, des médecins psychiatres, des Mmh. psychomotriciens, des ergothérapeutes, des orthophonistes, Mmh. avec qui j'échange avec grand plaisir et c'est donnant-donnant parce qu'effectivement chacun va avoir une information et une lecture complémentaire dans le Mmh. but d'aider le patient, sachant que ce soit dans le psychotrauma ou dans les troubles, neurodéveloppementaux, le but ultime, c'est de redonner une autonomie et un confort de vie à notre patient. C'est-à-dire qu'à la fin, Mmh. le but, c'est qu'il s'en aille de notre bureau, en fait, Bien sûr, bien sûr. et dans de bonnes conditions. Donc, Mmh. on n'est pas là pour, dire: «C'est moi qui sais, donc vous avez besoin de moi, je vais vous aider, laissez-vous guider», quoi, en fait. Mmh. C'est ça, c'est ça. Ouais, d'où cette histoire d'humilité, voilà, et de chercher avec, hein. C'est Moi, je ça. dis souvent que nos patients, les gens qu'on accompagne n'ont pas besoin d'experts, ils ont besoin de gens intéressés et curieux, de Complètement. chercher avec eux ce Bah qui oui, se passe, en fait. c'est Et ça. je pense comment dire? Une erreur, ce serait de se dire expert de, parce que ce serait un petit peu comme se nommer, voilà, vous venez, je sais mieux que vous, et ça, je C'est pense que ça. c'est une erreur. Ouais. Mmh. On a une question, Céline, de Marie M, Mmh qui mh. nous dit: «Bonsoir, alors, ma» bon, c'est une situation personnelle a priori. «Ma fille a été diagnostiquée bipolaire». Bon, on ne sait pas de quel âge a cette personne. Elle est dite HPI avec un WISC hétérogène. Mmh. Peut-il y avoir une erreur de diagnostic? Elle a surtout de grosses périodes dépressives. C'est Alors, délicat de se prononcer sur des situations ouais, c'est ce que j'allais individuelles dire. avec C'est une une situation phrase, personnelle, il manque forcément 1000 informations autour. bien sûr. J'imagine que la question de l'erreur diagnostique, c'est sur le trouble bipolaire. Alors là, pour le coup, on parle quand même d'un trouble psychiatrique, donc Mmh. j'imagine que c'est un diagnostic qui a été travaillé avant d'être posé par un médecin psychiatre dont c'est la spécialité. Donc je vais certainement pas m'aventurer à dire, «Oui, je pense qu'il y a une erreur diagnostique». Je n'ai pas du tout Mmh. la prétention de savoir ce qu'il en est. Après, le fait qu'il y ait cette précision de elle a un haut potentiel avec un WISC qui donne, des résultats hétérogènes, Alors, c'est une personne de 25 ans, nous dit Mariam. d'accord. D'accord. Hem, moi j'aurais envie, je suis désolée, je vais pas forcément pouvoir répondre en direct parce que je trouve qu'il manque trop d'éléments, mais Mmh. peut-être un petit rappel quand même qu'on a donné en début de soirée. Le haut potentiel, c'est pas un trouble. Le haut potentiel, c'est un Mmh. bon niveau de fonctionnement cognitif, c'est même un très bon niveau de fonctionnement cognitif qui est très supérieur à la norme. Et donc le haut potentiel, c'est un support à bien fonctionner. Moi j'aime bien le dire comme ça. Mmh. Donc c'est un atout. Donc quand on a un haut potentiel, on a de très bonnes compétences intellectuelles, ce qui fait qu'on traite beaucoup d'informations
très rapidement, de manière très pertinente. On est capable très vite de faire de la synthèse, on est capable Mmh. très vite de chroniciser les choses, de hiérarchiser. On sait que c'est du coup un support à résilience, le haut potentiel. Mmh. Donc si on a quelqu'un qui a un haut potentiel, mais qui par ailleurs a des phases de dépression, a des symptômes qui font Mmh. penser à un trouble bipolaire, donc une grande instabilité de Mmh. l'humeur, Oui. avec, des comportements qui peuvent être, assez déroutants, pour l'extérieur. Voilà, une Ce grande qui est sensibilité, une forte sensibilité voilà, nous ce dit, qui est sûr, cette c'est que personne. c'est pas le haut potentiel qui va expliquer ça. OK. Mmh. Bon, le fait qu'il y ait un profil hétérogène, les profils hétérogènes, ça laisse toujours une petite porte entrouverte en se disant: «S'il y a un profil hétérogène, est-ce qu'on est certain qu'il y ait pas un trouble un peu léger malgré tout, hein, parce que sinon on l'aurait certainement repéré déjà, mais est-ce qu'il y aurait pas un trouble léger qui viendrait un peu nuancer le résultat du whisk? Donc est-ce que Mmh. c'est possible que j'ai un score qui soit un peu chuté sur un des items du QI parce que j'ai une petite dyslexie que j'ai bien compensée? Ou Mmh. parce que j'ai un petit trouble neurovisuel et du coup dans ma manière de gérer les informations visuelles, je suis un petit peu entravée. Donc ça va certainement pas, enclencher, des problèmes de dépression ou, une instabilité de l'humeur. Mais en fait, il Mmh. faut savoir ce qui est à l'origine de quoi. Mais ce qui est OK, certain, c'est que le haut potentiel, ça n'explique pas la dépression, au contraire. OK. Mmh. Donc il y a peut-être le haut potentiel, mais enfin, pas qui cache, mais peut-être d'autres choses qui sont pour le moment un peu sous le tapis ou et qui méritent d'être explorées, en fait. C'est ça. Et puis je t'ai entendu, dire qu'il y avait donc des précisions qui étaient apportées, notamment du côté de l'hypersensibilité. Je peux pas ne pas en dire quelque chose parce que Oui. pour le coup, c'est un peu un fourre-tout, cette hypersensibilité. Je passe pour le coup en psychoéducation beaucoup de temps à parler de l'hypersensibilité parce que souvent, avec le souci au départ de bien faire, hein, il y a pas de mauvaise intention, mais les gens vont partir du principe que parce qu'il y a une hypersensibilité, ça veut forcément dire que. Oui. Et en fonction de ce qu'on connaît, bah, il y en a qui vont dire: «Ah bah, c'est sûr que, ah l'hypersensibilité, c'est le trauma, hein, ça c'est sûr, il y a Mmh. une espèce de surréactivité». Et puis il y en a d'autres qui vont dire: «Bah, s'il y a de l'hypersensibilité, oh bah, c'est un trouble autistique, hein, ça c'est évident, le profil sensoriel». En fait, l'hypersensibilité, déjà c'est pas un diagnostic, ça n'existe pas, c'est Mmh. juste une partie de quelque chose d'autre. C'est ce que je dis toujours, il y a des fois des patients qui me contactent en me disant: «Voilà, je suis hypersensible, je m'interroge, est-ce que ce serait possible de poser un diagnostic?» Et à chaque fois j'ai la même réponse. L'hypersensibilité, Mmh. c'est un bout de quelque chose d'autre. Et ce Mmh. quelque chose d'autre, ben, il va falloir chercher ce que c'est. Est-ce que c'est une problématique d'attachement? Est-ce que c'est un trauma? Est-ce que c'est, une sensibilité, personnelle? Parce que finalement, on a le droit d'être hypersensible à certaines choses sans que pour autant ça soit significatif de quoi que ce soit. On revient sur notre histoire Mmh. de trait de tout à l'heure. Ou est-ce Mmh. qu'effectivement on a un trouble, notamment, TSA, hein? C'est ça. Donc là, voilà, cette jeune adulte-là, je ne sais pas. OK. Elle a un haut potentiel, donc elle a plutôt de la chance parce que c'est un support à bien fonctionner. Mmh. Malheureusement, ça ne permet pas, de compenser, des moments difficiles et ces moments difficiles, ben, il y a un médecin psychiatre, qui a estimé que ça pouvait s'expliquer par un trouble bipolaire. Donc Mmh. logiquement, s'il y a ce diagnostic-là, il doit y avoir, peut-être un accompagnement, en psychothérapie avec peut-être de la psychoéducation, des exercices en TCC, probablement un traitement médicamenteux. Donc Mmh. si tout ça, ça ne fonctionne pas, effectivement, il faut pouvoir re-questionner le diagnostic. Maintenant, si le diagnostic est récent, il faut peut-être aussi laisser le temps, Oui. aux propositions qui ont été faites de faire leurs Mmh. preuves peut-être? Oui, ce que tu dis, ça me semble vraiment important de souligner que si un diagnostic est fait et qu'il y a des propositions thérapeutiques mises en place, si ces propositions thérapeutiques mises en place, au bout d'un moment, effectivement, il faut leur laisser un peu de temps, Sûr. ne sont pas satisfaisantes ou les symptômes initiaux perdurent, voire augmentent, c'est qu'il y a sans doute quelque chose qui cloche, en fait, hein, ou qu'il y a peut-être, encore une fois, quelque chose sous le tapis ou qui masque et cetera. On voit, Sachant moi, que, ouais, pardon, je ouais, te coupe, mais je disais, je voulais rajouter que l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que, oui. si par exemple, on va imaginer, peut-être c'est pas du tout ça, mais peut-être que le diagnostic de trouble bipolaire a été posé il y a plusieurs années et que Mmh. depuis, il y a un traitement qui a été mis en place, il y a un travail d'accompagnement thérapeutique qui a été mis en place et que malgré ça, il reste des difficultés. Ça veut pas Mmh. forcément dire que le trouble Oui. bipolaire est un trouble qui n'existe pas et qu'on s'est trompé de diagnostic. C'est-à-dire que Mmh. c'est possible, cette situation-là, c'est l'exemple de mon patient de tout à l'heure qui était Ah oui. étiqueté schizophrène alors que vraiment il ne l'est pas et aujourd'hui c'est confirmé.
Mais ça pourrait être aussi effectivement une patiente qui a un trouble bipolaire, mais qui, en plus d'avoir un trouble bipolaire, a une ou plusieurs, neuroatypies dans son fonctionnement qui, elles, pour le coup, n'ont pas été identifiées, ne sont pas accompagnées correctement et on va retomber sur l'histoire de tout à l'heure du coup, si on n'aménage pas en fonction de ses besoins, on continue de la déstabiliser, de la mettre en difficulté, ce qui déclenche forcément des symptômes et si on Mmh. les lit au travers du trouble bipolaire, alors que c'est pas les symptômes du trouble bipolaire à ce moment-là, on va tourner Mmh. en rond un petit moment. C'est ça. Donc en gros, on pourrait du coup, encore une fois, là, je parle plus de cette situation, mais de manière générale, Oui, peut-être se dire que c'est pas forcément toujours une erreur diagnostique, ouais, mais peut-être un diagnostic incomplet. complètement, Incomplet si, ce qui est proposé n'est pas suffisamment satisfaisant en termes d'apaisement des symptômes, hein. complètement. Donc, donc voilà, Mariem nous donne des infos, hein, elle est sous médication, sélénium, il n'y a pas eu de recherche sur cette hétérogénéité. Donc, qu'est-ce que tu pourrais conseiller finalement à Mariem? Ça serait de questionner justement de nouveau les médecins ou de poser ces interrogations, peut-être, de dire, ben voilà, il y a des choses qui me questionnent. Alors le Qu'est-ce que premier tu pourrais conseil, c'est conseiller? que j'entends que la patiente, elle est adulte. Oui, elle a Donc 25 ans. donc la question c'est, sa fille dans tout ça, qu'est-ce qu'elle en pense? Est-ce qu'elle, elle s'interroge? Est-ce qu'elle a l'impression qu'on est à côté de Hmm. son diagnostic? Est-ce qu'on est à côté des besoins thérapeutiques qui sont les siens? Ou est-ce que là, c'est uniquement une question de maman? Alors elle a tout à fait le droit de se poser des questions, cette maman, mais bon, voilà, Pas chacune révolutionner a ça. sa place. Donc la personne centrale, c'est vraiment la patiente. Donc voilà, que la patiente elle-même puisse peut-être porter des questions si elle en a. Après que cette maman, elle puisse s'interroger et c'est normal qu'elle s'interroge en voyant sa fille qui continue de pas aller bien, c'est tout Ah à oui, fait bien normal. sûr. Bah, du coup, qu'elle puisse d'abord se rapprocher de sa fille, en discuter avec elle, lui demander comment elle se sent par rapport aux différents accompagnements. Est-ce qu'elle a pu, expérimenter les différentes propositions thérapeutiques qu'on lui a faites? Est-ce qu'elle Mmh. aurait besoin d'en chercher d'autres? Parce que parfois, notamment dans les troubles bipolaires, par exemple, il y a la médication, mais il y a très souvent des groupes de psychoéducation avec, Mmh. des supports, type TCC qui sont Mmh. extrêmement intéressants. Peut-être ça lui a pas été encore proposé, donc voilà, pouvoir éventuellement élargir les propositions. Maintenant, si elles arrivent toutes les 2 à la conclusion qu'on a quand même l'intuition qu'on passe à côté de quelque chose, bah, après, il faut commencer par le commencement. C'est-à-dire, se rapprocher du médecin psychiatre, poser Mmh. ces questions-là, le bilan qui a été rédigé, si c'est un bilan, alors, je refais un clin d'œil aux collègues qui me connaissent, si c'est un bon bilan, c'est-à-dire un bilan détaillé, qui nous donne des Mmh. éléments cliniques, c'est un bilan qui a dû donner des pistes, peut-être même des préconisations sur l'aspect hétérogène, du profil. Donc pareil, Mmh. bah, qu'est-ce qu'il en est? On est allé explorer de ce côté-là, voilà, si, on a, je disais tout à l'heure, bah, un trouble, visio-spatial, est-ce qu'il y a eu des préconisations du côté de séances d'autopsie? Est-ce qu'on les a fait? Parce que du OK, coup, si on les a pas faites, c'est pas bien sûr. surprenant qu'il reste des choses. Donc, voilà, je proposerais d'aller plutôt dans ce sens-là. Mmh. Ouais, OK. Donc en tout cas, ce que j'entends et ce que j'ai envie de souligner par rapport à cette personne qui nous merci en tout cas pour Oui, merci. l'illustration finalement de ce cas, de cette situation complexe, hein, Oui, il a confiance voilà, de nous partager cette situation c'est ça. personnelle. Et puis elle voilà, nous dit que vo c'est sûr que voir sa fille réagir comme un robot à cause d'un autre médicament, ça fait bizarre pour une maman, ce qui est normal. Donc TCC, ce sont les thérapies cognitivo-comportementales, Mariam qui demande ce que sont les Mmh, TCC. mmh. Hein, donc voilà, on va vraiment travailler sur, bah, le symptôme, hein, pour, l'apprivoiser, faire en sorte que la personne se Oui, sente mieux. Enfin bref, c'est toute, avec il y des a tout mises en un protocole situation, de TCC. voilà. Voilà. Mmh. Mmh. Voilà. Donc, OK, donc sujet complexe, hein, qui est le sujet, qu'on aborde ce soir. Je pense que les collègues qui nous écoutent, perçoivent sans doute, avec leur clinique, hein, je sais qu'il y a Sarah qui nous écoute, enfin voilà, des collègues qu'on connaît et peut-être d'autres, mais qui perçoivent bien, hein, qu'à des moments, quand on travaille en cabinet ou en CMP ou à l'hôpital, on a vraiment c'est important de pouvoir, hem, continuer à se questionner, continuer à être curieux, continuer à chercher avec nos patients et à s'informer sur les autres pistes qu'il peut avoir au niveau du diagnostic différentiel. En tout cas, c'était le message principal qu'on souhaitait, toi et moi, faire passer ce soir. C'est Mmh. ça. Et OK. puis de garder en tête parce que j'avais pu avoir des retours, sur, une autre intervention précédemment de: «Oui, mais du coup, moi, j'ai pas forcément envie de devenir spécialisée». Mmh. Effectivement, moi, j'ai fait ce choix-là, de me spécialiser du côté du psychotrauma
et du côté du trouble autistique, et puis d'autres collègues vont pas avoir envie de ça. Le propos de ce soir et puis les formations qu'on peut proposer, toi et moi et puis les autres chez Oya Formation, c'est pas forcément à viser de spécialisation. Et c'est C'est ce ça. qu'on disait tout à l'heure, la patiente dont tu témoignais, on a beaucoup discuté toutes les deux. Je t'ai donné un peu mon éclairage. Pour autant, tu t'es pas spécialisée dans les troubles autistiques et tu n'as pas changé ta manière de travailler. Mmh. Simplement, tu as inclus une donnée supplémentaire dans la manière dont tu accompagnais cette patiente. Toi, ça Mmh. t'a permis de mieux comprendre pourquoi il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas et de recalibrer certains aspects. Et la patiente, bah, elle a une donnée supplémentaire pour prendre soin d'elle et justement gagner en autonomie. Et c'est déjà génial, en fait. Il n'y a pas Mmh. forcément besoin de se spécialiser parce que de toute façon, on ne peut pas être spécialisé en tout. Moi, j'ai aussi des limites à ma pratique. Voilà, par exemple, je me suis plutôt spécialisée du côté du trouble autistique. Je connais forcément un petit peu le TDAH parce qu'il y a beaucoup de comorbidités entre les deux, mais c'est pas ma Mmh. spécialité. Donc, c'est pas grave. Si je repère que ça pourrait y ressembler et que j'ai un doute suffisant, je vais en parler avec le patient et puis ensuite, je vais adresser à la personne qui me semblera être la personne la plus indiquée parce qu'elle, pour le coup, ou lui, aura une formation beaucoup plus conséquente. C'est ça, OK. Mmh. D'où l'importance d'avoir un réseau autour de nous, hein, et puis de pouvoir, voilà, faire en sorte que le patient, il puisse avoir plusieurs éventuellement professionnels, repères, en fait, finalement, pour, pour i pour illustrer finalement la spécificité et la complexité de son fonctionnement, et en même temps, c'est ce qui fait la richesse des êtres humains. Même C'est ça. si, notre objectif, c'est de faire en sorte que cette richesse ne soit pas souffrante, mais devienne vraiment quelque chose de ressource, hein. Oui, et puis Heu, l'objectif, c'est d'aider au mieux, en fait. Donc, c'est si ça, si on a un patient qui a surtout besoin d'être aidé du côté du psychotrauma, et c'est ça. ben, quand même, dans le scénario le plus satisfaisant, s'il peut être Mmh, accompagné par quelqu'un dont c'est vraiment la spécialité, bien on sûr. va être plutôt garanti, c'est jamais garanti, mais Mmh. qu'il sera au bon endroit et qu'on va Mmh. pouvoir l'aider, peu importe le degré de gravité de son trauma. Mmh. Si c'est un Mmh. patient qui a un trouble autistique, ben, de savoir que, en face de lui, il a quelqu'un qui connaît, qui comprend, qui va pouvoir intuiter un certain nombre de choses et aller au-devant de certaines difficultés que peut-être le patient aurait du mal à apporter en séance, c'est forcément un peu plus aidant et un peu plus rassurant. Après, c'est pas une Mmh. obligation, mais voilà, c'est toujours un petit peu plus confortable comme ça. Donc moi, je souhaite toujours le meilleur à mes patients et si le meilleur, c'est Mmh. pas moi, c'est OK, en fait. C'est OK. Mmh. Très bien. Donc on a une autre question. C'est sûr qu'il y a peut-être plusieurs personnes, hein, qui sont pas forcément des professionnels et qui nous écoutent, hein, parce que Oui, tu abordes la question de ce diagnostic différentiel, hein, où tout le monde n'est pas formé forcément au diagnostic différentiel. Donc tu vas peut-être avoir des coups de fil, hein, à partir de demain ou déjà sur ton répondeur, Céline. Je sais que tu es très, très, très occupée. Mais donc on a Corinne qui nous demande si tu consultes en visio, parce qu'elle a un doute sur un TSA, trouble d'angoisse généralisée, anxiété sociale, dyspraxie visio-constructive. Voilà, donc en gros, est-ce que tu as de la place? alors, la version officielle, c'est: «Non, je suis complètement saturée, j'ai plus de place». Mmh. La version officieuse, c'est, bah, voilà, c'est difficile, en fait, de dire non à un patient qui est un peu perdu, surtout quand j'entends qu'il y a des, alors je sais pas si c'est le cas là, mais qu'il y a des errances un peu diagnostiques et que les Voilà, plus questions qui sont de manière posées complexe, elles voilà. que Tu les vois? questions qui sont posées, elles arrivent pile dans mes spécialités. Alors bon, c'est certainement un défaut qui me perdra, mais j'ai un petit peu du mal à pas apporter ma contribution. Donc Mmh. la visio, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que, pour le coup, je trouve qu'en termes d'attention, c'est extrêmement fatigant Mmh. et en plus, dans les profils potentiellement neuroatypiques, on perd Oui. un max d'informations dans le non-verbal, la qualité de l'interaction, donc j'aime pas trop ça. Par contre, ponctuellement, je peux proposer effectivement de la visio, en particulier sur des consultations, que je dis des consultations d'évaluation, ce qu'on avait fait avec ta patiente notamment et puis avec Mmh. de patients d'autres collègues. Mmh. C'est-à-dire que c'est une consultation qui a pour objectif d'être une consultation unique et qui est une consultation, je dirais un peu 2e avis, hein. C'est-à-dire que Mmh. le patient arrive avec des questions, qui sont parfois ses propres questions, parfois des questions qui sont aussi les questions de son thérapeute ou de son médecin et puis le patient vient me poser ces questions et moi avec cette double casquette psychotrauma, Mmh. neuroatypie, j'essaye assez rapidement de collecter les informations pour guider le patient, sur, des pistes à suivre. Et Mmh. par exemple, la patiente que tu m'avais adressée,
tu me l'avais adressé avec bon, il y a du psychotrauma, c'est une évidence, je travaille dessus, mais il y a quand même quelque chose qui me fait hésiter. Mmh. Peut-être une neuroatypie, je sais pas trop laquelle. Est-ce que ça vaut le coup d'aller plus loin? Et donc je l'avais reçu sur une consultation unique avec cette question-là il y a des Mmh. traits, voilà. Est-ce qu'il faut aller chercher plus loin ou est-ce qu'on se contente de se dire: «Il y a des traits et on y fera attention»? Et donc cette consultation-là, elle peut se faire en visio, si nécessaire, mais voilà, ça va être vraiment du cas par cas et pour le coup, malheureusement, il faut un peu de patience parce que voilà, Mmh. beaucoup Tu de es dis débordée. Eh ouais. oui, oui. OK, merci Céline. Voilà Corinne, en espérant que ça ait répondu à votre question. Bien Céline, on arrive vers la fin quand même de l'émission. Parler de psychotrauma, de neuroatypie à 20h, il est 21h10 aujourd'hui, en plein milieu de semaine, c'est fantastique, En avec quand période même de rentrée. personnes en période de rentrée. Donc vous êtes quand même beaucoup à être connectés en direct. Sachez que cette émission va être, enfin, vous pourrez la réécouter si vous le souhaitez ou la diffuser si vous avez des personnes dans votre connaissance professionnelle ou personnelle qui pourraient être intéressées par ce sujet. Donc il s'agira juste de communiquer le même lien de connexion YouTube que celui que vous avez utilisé ce soir, donc, et le replay sera disponible. Pour clôturer, Céline, c'est important qu'on puisse quand même parler de la formation que tu as créée et que tu vas proposer pour un premier groupe les 11, 12 et 13 décembre en visio. Hein, donc, on espère que cette formation intéresse suffisamment de personnes pour qu'ensuite tu puisses la donner en présentiel parce que, comme tu dis, la visio, c'est une chose, mais apprendre à travailler les subtilités relationnelles, surtout quand on fait un diagnostic différentiel, c'est vraiment important. Oui. Mais vraiment, pour permettre au plus grand nombre de pouvoir y accéder, cette première sera en visio en décembre. Il reste quelques places. Il y a déjà pas mal, enfin, plusieurs personnes inscrites, même si nous, chez Oya, on aime les petits groupes. Hein, donc, il y a un nombre limité de places. Donc, si vous êtes intéressé, ben, renseignez-vous sur notre site. Est-ce que tu peux, en quelques mots, parce que je sais qu'il est déjà tard, mais en quelques mots nous dire qu'est-ce que tu vas aborder pendant ces 3 jours de formation, cette nouvelle formation que tu as nommée psychotrauma, neuroatypie, des signes pour le diagnostic différentiel. Qu'est-ce que Mmh. tu vas apporter donc c'est une formation à destination de professionnels. Avec quoi ils vont repartir les gens? Donc ça va être une formation qui va donner, des éléments, clés, de compréhension de qu'est-ce que c'est le psychotrauma et en particulier le trauma complexe. Qu'est-ce que c'est les neuroatypies? De quoi on parle? Quels sont les critères principaux, pour pouvoir les identifier et donc faire la distinction avec quelques traits et puis, un trouble qui a l'air d'être présent, pour qu'ensuite on puisse travailler avec des cas cliniques, qui sont issus de ma pratique, hein, qu'on puisse travailler justement sur cette question-là, de dire: «Qu'est-ce qui pourrait me faire penser à du psychotrauma et sur quels arguments je vais m'appuyer et qu'est-ce que j'aurais envie d'aller questionner avec mon patient pour, pouvoir affiner, à la fois la compréhension du trouble, de stress post-traumatique, mais aussi, pour affiner les propositions thérapeutiques que je voudrais faire et puis qu'est-ce qui éventuellement pourrait me faire penser à une neuroatypie, laquelle? Quels sont les signes qui sont présents? Est-ce qu'il y a des Mmh. signes qui manquent et que peut-être j'aurais besoin d'aller questionner parce que parfois, l'info, elle est manquante simplement parce qu'on n'a pas demandé et puis une fois qu'on demande, on a l'info. Donc on va Mmh. travailler vraiment comme ça pendant 3 jours avec donc une alternance d'informations, théoriques qui va permettre à n'importe quel professionnel de participer. C'est-à-dire qu'on peut très bien, ce qu'on disait en introduction, hein, venir, en n'ayant, pas spécialement de formation sur le psychotrauma ou, sur les neuroatypies. Il n'y a pas de prérequis à cette formation-là. Mais on Mmh. peut aussi venir en ayant déjà un bon niveau de connaissance dans un de ces 2 domaines et puis venir, compléter, élargir son champ C'est de ça. vision. Et donc le Mmh. but, c'est ça. Donc on ressort pas de cette formation-là en étant spécialisé dans le psychotrauma ou spécialisé, du côté des neuroatypies. Par contre, on a une vision globale de qu'est-ce que c'est? Comment ça se Mmh. manifeste? Moi, je suis une clinicienne avant tout, donc au-delà des critères diagnostiques, je vous donnerai surtout des signes cliniques. Concrètement, Mmh. qu'est-ce que ça donne? On travaillera sur des cas cliniques, donc ça permettra de voir aussi toute la diversité de nos patients et comment, bah, si on ne cherche pas correctement et si on ne regarde pas au bon endroit, on peut passer à côté parce que c'est pas pile comme c'est écrit dans le bouquin, hein, C'est alors ça. qu'en fait, c'est exactement ça. Et Mmh. après, voilà, de se dire, ben, les questions que peut-être, les personnes qui nous écoutent ce soir se posent. Dire: «Bon, à la fin, à quoi ça sert, quoi?» De se poser toutes Mmh. ces questions. Est-ce que finalement, du moment qu'on a trouvé un thérapeute qui nous accompagne comme il faut,
savoir comment ça s'appelle, quelle importance. En fait, ça va nous permettre ça, de dire, quelle importance, c'est quand même pas la même paire de lunettes si on est myope ou si on est astigmate, quoi. C'est ça, même si le mot diffère, ça change beaucoup de choses. Ça change pas mal de choses et l'accompagnement va être quand même un petit peu différent et puis ce qu'on disait tout à l'heure, moi je sais pas travailler toute seule donc voilà, les autres professionnels, on va pas envoyer le patient en complément de l'espace thérapeutique, chez le même professionnel, en fonction de ses besoins. Il y a certains de mes patients, qui ont pas de suivi à côté de celui qu'ils ont avec moi. Il y en a qui Mmh. sont suivis en psychomotricité, d'autres en ergothérapie, d'autres avec un médecin psychiatre, d'autres Bien sûr. en ostéopathie, enfin voilà, Mmh. ça va être D'accord. dépendant des besoins. OK. Donc cette formation, les 11, 12, 13 décembre en visio, comme tu dis, va permettre d'avoir comme ça une vision, plutôt large, hein, sur le psychotrauma, les neuroatypies. Oui, Les personnes qui souhaitent aller plus loin au niveau du psychotrauma peuvent venir après, travailler avec moi et les complètement. personnes qui veulent aller plus loin au niveau des neuroatypies et notamment des neuroatypies que tu connais, encore plus, c'est le trouble du spectre autistique et Oui, tu proposes aussi une formation sur oui. le TSA. Donc, on a pris le parti de ne pas poser de date, de prendre les inscriptions ou en tout cas les préinscriptions des collègues qui sont intéressés parce que là, ça va toucher des collègues qui veulent vraiment aller dans quelque chose de plus spécialisé encore. Hein, et donc, une fois qu'il y a un groupe suffisant, et ben là, tu proposeras une date qui conviendra à tout le monde. Hein. On a pris ce parti. Donc voilà. Ça te... Complètement. Effectivement, là, il y a du coup, pour ce qui me concerne, 2 formations. Cette formation qui est vraiment centrée sur la question du différentiel et C'est donc on ça. va pas rentrer vraiment dans les détails du trauma et dans les détails des neuroatypies parce que sinon, on n'arriverait jamais à la question du différentiel. Donc on va surtout se Mhm. centrer sur les points de ressemblance, les points de différence. Donc on va passer un temps assez long dans cette formation à repérer tous les signes cliniques. On en a évoqué quelques-uns tout à l'heure, hein, Mhm. certaines crises qui pourraient ressembler à des crises dissociatives. Est-ce que c'est ça ou Mhm. est-ce que c'est une crise autistique? Les difficultés d'endormissement, les difficultés à réguler les émotions. Voilà, je pourrais faire une liste Mhm. assez longue parce qu'il y en a plein des signes qui pourraient Eh oui. être d'un côté et de l'autre. Donc on va lister tous les signes qui pourraient parler des deux. Et puis on va aussi lister tous les points qui vont nous permettre de faire la différence. Parce que Mhm. en, en quantité, peut-être on aura la même chose, en qualité, ça sera différent. Et c'est cette Mhm. qualité qui nous permettra de dire, ça c'est plutôt une crise dissociative, ça c'est plutôt une crise autistique. Ça c'est Mhm. plutôt un trouble du sommeil lié à une hypervigilance, donc réactive à du trauma. Là, c'est plutôt une problématique de sommeil physiologique liée à une particularité de fonctionnement. Donc, on Mhm. va être vraiment là-dessus. Et puis, il y a effectivement une deuxième formation que j'ai déjà donnée et dont les retours étaient vraiment très positifs. J'en suis ravie. Mhm. Du côté du trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle, donc pour Exact. ceux qui connaissent un peu moins, c'est ce qu'on appelait avant le syndrome d'Asperger. Le, Mhm. le nom a changé, mais voilà, c'est bien de ça dont on parle. Parce qu'en fait, c'est un trouble qui est extrêmement mal connu, qui est très très mal identifié. Il y a beaucoup d'absence de diagnostic, faute de compréhension. Et pour Mhm. le coup, c'est un trouble qui très fréquemment est pris pour autre chose que ce qu'il n'est. Et C'est donc vrai. cette formation, c'est pas pour devenir un spécialiste du trouble autistique, parce que franchement, il faut plus de temps que Mhm. ça pour le devenir. C'est pas forcément pour apprendre non plus à faire des bilans, parce qu'on va pas parler de comment on fait les bilans dans cette formation, mais c'est pour le coup vraiment pour repérer les signes cliniques de ce trouble-là et à nouveau pouvoir accompagner correctement et au besoin adresser correctement un Mhm. patient qui pourrait être concerné et pour lequel on aurait un doute. Ok, super. Et donc, en guise de conclusion, je te transmets les remerciements de Sarah. Donc, Sarah, c'est une collègue qu'on connaît chez Oya, que j'ai rencontrée en formation psychotrauma, qui est très formée, hein, Sarah, qui connaît beaucoup de choses sur plein de thérapies différentes et qui te remercie pour ce temps riche en informations. Et a priori, elle a vraiment apprécié cette différence entre dissociation traumatique et crise autistique qui va sans doute l'aider pour une patiente. Ah bah, je suis ravie. Donc c'est super, super Sarah. Merci Très beaucoup pour bien. ça. Ouais, bon, super. En tout cas, merci beaucoup, Céline. Merci pour ce temps de partage. Avant de te dire au revoir, je vous donc redis que cette émission, vous pouvez la retrouver en replay en suivant le même lien de connexion. Et donc, je vous informe que le prochain direct d'Oya, notre prochaine émission, eh bien, nous allons vous retrouver, Gwenaëlle et moi. Donc, on sera toutes les deux lors de la prochaine émission du 26 novembre à 20h. Et nous avons envie toutes les deux de vous parler de la place du corps en thérapie.
vaste sujet qui nous passionne l'une et l'autre, et donc je pense qu'on aura plein de choses à se raconter. Ah oui, ça Donc, sera très intéressant. ouais, je crois, hein, de remettre le corps au centre de la thérapie. Donc Mm. voilà, donc rendez-vous le 26 novembre à 20h et on diffusera sur nos réseaux le lien de connexion, etc. En tout cas, je te remercie beaucoup, Céline, pour avoir passé ce temps avec nous. Merci du partage de tes connaissances, du partage des subtilités que tu as dans le regard clinique. Et j'espère que ça aura apporté des informations voilà, aux gens qui nous ont écoutés, que ce soit personnel ou pour des connaissances plus générales. Et les collègues, les professionnels, voilà, affûter et aiguiser leur regard clinique pour aider leurs patients. Et c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Bah, merci beaucoup à toi et puis merci à Oya Formation de me donner aussi l'occasion de parler de ce sujet. Je pense que ça s'est senti, qui me tient à cœur et du coup, c'est vraiment, une chance pour nos patients d'avoir des professionnels qui comprennent mieux, de quoi il est question et qui ont aussi la capacité de dire: «Là, ça a l'air de parler de quelque chose que je connais pas très bien, donc on va chercher ensemble» ou bah, on va chercher avec l'aide d'un ou d'une collègue que je connais. C'est ça. Parfait. Eh bien, je te souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et tous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci Au beaucoup, revoir, bonne soirée. Céline. À bientôt.